le podcast de la bibliothèque de la Villa Arson. On parle souvent de la Villa Arson comme d'un manifeste d'architecture moderne, béton brut, volume, patio, terrasse. Mais on parle moins de ce qui y pousse, de ce qui y vit, de ce qui y change lentement. Pour le centenaire de la naissance de Michel Marot, Radio Arson a choisi de redécouvrir la Villa Arson à travers le regard de Patrice Leroux, jardinier du site. Indéniablement une des personnes les mieux placées pour nous parler de ce sujet, quand l'architecture de la Villa Arson épouse le vivant. Bonjour Patrice. Bonjour Tristan. Est-ce que tu peux nous parler brièvement, Patrice, de ton expérience avant la Villa Arson ? Ma formation de base était axée sur le paysage, donc aménagement paysager. Dans le cadre de cette formation, j'ai eu la chance d'être le stagiaire de Louis Bénèche. Louis Bénèche était l'architecte paysagiste chargé de la rénovation du Jardin des Tuileries à Paris, donc en 1990. L'expérience que j'ai pu acquérir aux Tuileries m'a servi ensuite pour les nombreux projets que j'ai effectués ici à la Villa Arson. Est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec la Villa Arson ? Qu'est-ce qui t'a marqué en premier ? Alors mon premier contact avec la Villa Arson, c'était en janvier 2000. J'étais venu de Paris pour rencontrer la direction de l'époque, notamment Alain Lombard. Et puis sinon, toute première fois que je suis venu à la Villa Arson, j'ai pu avoir une visite du site complète effectuée avec mon futur collègue Pascal Pujol, avec qui je travaille toujours actuellement. Et donc j'ai pu réaliser un petit peu la complexité du lieu, son côté labyrinthique, et constater aussi qu'il y avait pas mal de travail, pas mal de choses à faire. Et effectivement, je voyais le potentiel, mais il fallait encore que je sois accompagné pour ça et que j'ai des demandes en ce sens de la part de la direction. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que Patrice, tu peux nous dire quelle est la prouesse de Michel Marot ? Comment a-t-il réussi cet équilibre fragile entre l'architecture et son imbrication avec le végétal ? La prouesse pour l'architecte Michel Marot, c'était de construire 17 000 mètres carrés de plancher, donc qui était la commande de l'État, sur une parcelle qui n'en fait plus que 23 000 aujourd'hui. Donc il a dû imbriquer assez fortement végétal et architecture. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, ce sont les implantations des arbres qui ont décidé de l'implantation des bâtiments. Ce qui est assez exceptionnel, puisque en général, c'est plutôt l'inverse. On privilégie d'abord évidemment le bâti et ensuite on l'agrémente avec des plantations. Là, Marot a posé ces bâtiments comme ça sur des terrasses du 18e et il a restitué sur les toitures de ces bâtiments un jardin contemporain. Tu as personnellement rencontré Michel Marot. Quelle est la première question que tu lui as posée ? C'était quelle était selon lui la place du végétal dans cette architecture ? Et c'est là où il a pu m'expliquer en fait l'importance du végétal pour lui à l'époque, non seulement du fait des contraintes qu'il avait, à savoir lorsque la ville de Nice a cédé le terrain à l'État dans les années 60, elle a fait promettre au ministère des Affaires culturelles de l'époque de conserver le côté verdoyant de la colline Saint-Barthélemy. Donc finalement, Marot m'a expliqué qu'il avait dû garder tous les grands arbres, notamment de ceinture, et qu'il avait imbriqué ses bâtiments comme ça, au milieu de ces arbres, dont il a conservé la majeure partie. Il y a eu assez peu d'arbres coupés, certains ont été déplacés, mais l'essentiel de la trame, enfin le plan du bâtiment aujourd'hui a été dicté finalement par les végétaux qui se trouvaient là dans les années 60. Même s'il n'était pas paysagiste lui-même et il m'expliquait qu'à l'époque on n'avait pas l'habitude de prendre conseil auprès de jardiniers ou de paysagistes pour faire des projets, donc ce qui a posé des problèmes de technique en fait, de défauts techniques assez majeurs qui ont eu raison du végétal sur ces toitures. Il m'a expliqué que finalement, lui ce qu'il voulait c'était surtout verdir toutes ces terrasses, que le végétal y pousse, mais il n'avait pas d'idée préconçue sur la façon de l'aménager, ni quoi que ce soit. Est-ce que par hasard il y avait déjà quelque chose d'écrit, une sorte de cahier des charges déjà mis en place pour le jardin ? Non, moi j'ai pas eu affaire à un cahier des charges proprement dit, j'ai surtout eu affaire aux différentes directions. Et la première d'entre elles, quand je suis arrivé en 2000, donc le directeur de l'époque était Alain Lombard et il souhaitait qu'on traite un petit peu mieux l'accueil du visiteur. En fait, il m'a demandé de repenser un petit peu tous ces espaces pour les rendre beaucoup plus sympathiques qu'ils ne l'étaient à l'époque.
puisqu'en fait c'était des espaces principalement gazonnés dans le projet initial de Marot, mais il y avait des contraintes techniques qui faisaient que le gazon n'était pas possible dans ces espaces-là, notamment un glacis devant la galerie Carré, et le bâtiment 2 également, c'était assez peu satisfaisant. Donc on a travaillé avec mon collègue donc, à réaménager ces espaces, et en fait je dirais que le cahier des charges qu'on a pu suivre, entre guillemets, c'était celui des différentes directions. Donc depuis Alain Lombard avec cet effort porté sur l'accueil du visiteur jusqu'à aujourd'hui où la valorisation du site nous motive pour rendre ce site beaucoup plus accueillant encore. Et moi-même j'accueille différents publics donc à l'occasion des journées du patrimoine ou des rendez-vous au jardin, donc début juin. Si je parle d'idée, par exemple, Patrice, pour toi, quelle a été l'idée principale de Michel Marot en tant qu'architecte de la Villa Arson? Alors justement, on parle d'architecture topographique parce que Marot a dû s'adapter au site. Donc on avait sur le site la présence de 3 groupes principaux de terrasses et finalement Marot aujourd'hui les a respectés en construisant les ateliers de l'école et en les posant tout simplement sur ces terrasses. Il n'y a pas beaucoup de fondations. En tout cas, il n'y a pas d'excavation sur ces parties-là et il a juste posé les bâtiments et rehaussé finalement des jardins à 4 mètres du sol. Évidemment des jardins avec un traitement contemporain, mais à l'époque c'était certainement la façon pour lui de se dédouaner de ce sacrifice qu'il a dû faire sur les jardins du XVIIIe siècle. C'est vrai que souvent quand on regarde des photos de la villa, il y a toujours ces fameux murs de galets qui reviennent. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Ça, il aimait beaucoup en parler quand il venait à la Villa Arson, notamment à cause des péripéties du chantier qu'il a vécu à la fin des années 60. Mais il parlait aussi souvent de la peau du bâtiment. En fait, il a traité ces façades en galets du fleuve du Var, donc pas loin d'ici. Et il y avait l'idée de l'habiller et de faire une sorte d'écho à l'architecture vernaculaire, donc qui est l'idée selon laquelle les habitants d'un village construiraient leur maison avec les matériaux qu'ils trouvent dans le sol, donc bien souvent c'est de la pierre, et là ici à Nice ce serait plutôt du galet. D'ailleurs nous sommes sur un sol de Poulengue où on a beaucoup de galets, donc c'est assez cohérent. Et donc cette peau du bâtiment le rend aussi très discret dans la végétation, puisque le pointillisme des galets fait écho au pointillisme des feuillages. Et d'ailleurs, si au loin on jette un œil sur la Villa Arson, on reconnaît la façade rouge, les pins, donc l'encadrement très, très verdoyant de cette colline, mais on voit absolument pas les bâtiments, ni en béton, ni en galets en fait, qu'ils se fondent complètement dans les feuillages. Là, on parle des murs extérieurs. À l'intérieur, on a aussi un revêtement en dalle avec des galets, des plus petits galets. C'est vrai que c'est assez particulier, entre autres à la bibliothèque, et il y a ça. Tu pourrais nous refaire un peu l'histoire de ce carrelage, je sais pas comment tu dis, qui moi me fascinait quand je suis arrivé ici. Oui, alors c'est un dallage qui a été dessiné, je crois, par Véronique Marot, la femme de Michel Marot. Et on a parlé du Véronico, puisque c'est l'association du prénom Véronique et Nicolas, qui est l'entreprise qui a fabriqué ce dallage. Donc ce dallage, il est présent à la bibliothèque, mais également dans toute l'école, y compris dans les parties extérieures. À mon avis, Marot voulait reprendre l'idée de la calade qu'il y avait un petit peu partout dans les circulations de la villa ancienne, donc le jardin de l'époque, du XVIIIe et XIXe siècle. Et c'est quelque chose qu'il a généralisé à peu près partout. Il l'a utilisé également dans le jardin du Bosco, notamment les cercles dallés autour des arbres sont constitués par ce dallage, alors qui n'est pas trapézoïdal comme ça peut être le cas dans les circulations intérieures et extérieures, mais plutôt en forme de triangle. Ce qui fait que ce dallage, les pièces de ce dallage associées entre elles, en fait, forment une sorte de cercle.
Voilà, et ça, il l'a généralisé à peu près dans tout le jardin du Bosco. Et d'ailleurs, c'est l'empreinte la plus forte de Michel Marot dans ce jardin, puisqu'il est intervenu donc physiquement, concrètement, par une introduction d'architecture, finalement, dans cet espace totalement végétal. Ce qui contribue d'ailleurs à une imbrication encore plus forte du végétal et du minéral, puisque là où il y a du minéral, notamment les bâtis, il introduira du végétal, et là où il y a du végétal, il introduira du minéral, notamment avec ce dallage. Passons maintenant à ce qui fait que la villa est la villa, le béton brut apparent. Patrice, éclaire-nous un peu sur la volonté de Michel Marot sur ce sujet-là. Alors souvent, quand on interrogeait Marot et surtout les gens initiés à l'architecture, lui parlaient de brutalisme. Ça le faisait un petit peu réagir, parce qu'il se disait, en tout cas, il revendiquait d'être d'aucun mouvement d'architecture. En revanche, quand il a imaginé ce projet de Villa Arson, donc je le rappelle, 17 000 m² de plancher, donc un projet assez colossal sur le sommet de cette colline Saint-Barthélemy, il a imaginé en fait un village, une sorte de village méditerranéen. Lui-même était très, très amateur de ces villages perchés, qu'il a beaucoup fréquenté quand il était à Rome, notamment les villages des Abruzzes. Et il en a tiré une sorte de mémoire et qu'il a voulu appliquer ici. Alors, je pense que Michel Marot a choisi le béton parce que là, pour le coup, nous sommes à Harvard. Quand il a passé quelques temps aux États-Unis, il a beaucoup traversé le pays pour aller voir les réalisations de ses contemporains. Et je sais qu'il parlait pas mal de Saarinen, de Frank Lloyd Wright et de Mies van der Rohe. Il était lui-même, il a suivi quelques cours de Walter Gropius, donc, qui a fondé le Bauhaus, notamment quand il était à Harvard proprement dit. Et il est revenu en France avec des idées assez novatrices. Alors, il passait pour être un architecte assez conventionnel, puisque architecte en chef des palais nationaux et bâtiments civils, mais dans le même temps, il avait eu cette formation aux États-Unis qui fait qu'il avait un tas d'images en tête. Et donc, quand il a voulu créer la Villa Arson, il a tout de suite pensé au béton brut de décoffrage, donc pour partie, mais également, ce que je disais tout à l'heure, donc le parement en galets a une place très importante dans cette architecture également. Au milieu de cette colline niçoise, il y a un bâtiment en ocre rouge qui est pour nous qui y travaillons tous les jours, le bâtiment administratif. Peux-tu, Patrice, éclairer un peu les extérieurs sur ce bâtiment et ce qu'il y a autour ? Alors, ce que tu appelles le bâtiment administratif, en fait, c'est ce qu'il reste du volume du XVIIIe siècle. Donc, la villa génoise de la famille Père de Lacoste, donc, qui sont les constructeurs de cette villa, initialement. Marot a détruit tout ce qui était postérieur au XVIIIe, notamment les volumes de la fin du XIXe siècle, qui avaient été profondément modifiés au cours du XXe également, donc un petit peu abîmés avec une architecture un petit peu lourde, puisque la Villa Arson avait abrité une clinique pendant plusieurs décennies. Donc ça, c'est un bâtiment qui n'a pas été conservé. En revanche, la partie administration dont tu parles, c'est vraiment le volume initial du XVIIIe siècle. Il l'a conservé et il l'a même, en quelque sorte, placé sur une sorte de piédestal, puisque elle est tout au sommet de la colline, toujours, mais qu'elle émerge malgré tout du béton. Donc les bâtiments qui ont été construits tout autour sont beaucoup plus bas que la villa elle-même, ce qui lui donne une importance visuelle assez forte. Donc non seulement il y a la couleur rouge évidemment qui est très marquante, mais il y a aussi sa situation de proéminence comme ça tout en haut de la colline. Puisque le podcast s'appelle Villa Arson quand l'architecture épouse le vivant, j'aimerais maintenant qu'on parle de la cohabitation architecture et végétale et du fameux plan d'implantation. Ce qui est assez marquant aujourd'hui à la Villa Arson, c'est l'imbrication comme ça, du bâti et du végétal. Puisque déjà on a plusieurs bâtiments, donc on parle généralement de 5 bâtiments principaux. Et donc entre ces bâtiments, il y a non seulement des circulations, mais ils sont également ponctués par des patios plantés.
Et les toitures donc de l'école, donc principalement des ateliers de l'école, ont été plantées. Donc assez récemment, puisqu'on a repris ce projet de plantation donc, en 2009 exactement. Donc ce qui a permis de faire revivre en fait ce projet de Marot, que l'architecte voulait essentiellement végétal, puisqu'on parle notamment des toits, terrasses végétalisés, donc comme la cinquième façade de la Villa Arson, qui serait d'ailleurs la façade la plus spectaculaire, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de phénomène façadaire à la Villa Arson, il n'y a pas de villa magistrale, tout au moins moderne. Donc en fait, on a plutôt une architecture humble. Donc la seule chose assez marquante, ce sont les vues aériennes de la Villa Arson où on voit toute cette trame de bâtiments et de végétal imbriqués. Donc on le disait tout à l'heure, le plan d'implantation des bâtiments a été dicté par la présence des grands arbres sur le site, notamment toute la ceinture de pins parasols, de cyprès, de chênes dans la partie sud. Donc Marot a occupé les espaces vides qui étaient vides donc dans les années 60, à savoir des grandes terrasses à l'italienne assez ouvertes sur le paysage et qui n'étaient plus plantées à l'époque. Il n'y avait plus que de l'herbe, il n'y avait plus de massifs de fleurs ni même d'arbres importants. Donc ces arbres-là donc, ont dicté un petit peu l'implantation des bâtiments, mais il y a également toute cette imbrication de petits jardins, de patios, de jardinières dont les plantes devaient un petit peu dégouliner comme ça et habiller toutes ces façades. Il y a également, on a retrouvé notamment avec mon collègue pas mal de traces de plantes grimpantes sur les murs en fait. Il y avait tout un projet à l'époque vraiment de plantation de grimpantes. On retrouve les fixations un petit peu partout sur les murs, alors qu'ils soient bruts de décoffrage en béton ou qu'ils soient en galets d'ailleurs. Patrice, et si c'était le moment maintenant du cours magistral sur la végétation, est-ce que tu peux nous parler du foisonnement extraordinaire de la végétation à la Villa Arson? Alors c'est une question intéressante parce que notamment quand je fais les visites pour les rendez-vous jardin, je parle souvent de strates végétales. À savoir, on a 3 grandes époques de plantation à la Villa Arson des arbres. Donc il y a les oliviers qui sont très présents à l'accueil, des oliviers multicentenaires qui ont été plantés donc au XVIe siècle par des moines capucins, donc qui occupaient cette colline Saint-Barthélemy. Il y a une deuxième strate qui est celle de la villa d'agrément, donc construite par la famille Père de Lacoste au milieu du XVIIIe siècle, avec ses jardins à l'italienne et ses plantations d'arbres typiquement méditerranéens, que sont les pins parasols, les cyprès, les chênes verts notamment. Et ensuite, je parle souvent d'une troisième strate qui est plus concentré sur le jardin du Bosco, donc qui est ce grand espace engazonné à l'entrée de la villa, donc qui est une espèce de campus et de lieu de rencontre, un petit peu où tout le monde se croise, les artistes en résidence qui sont dans un des bâtiments de périphérie, les professeurs, l'école, les artistes qui viennent travailler au centre d'art. Donc en fait c'est vraiment le lieu de vie principal de la Villa Arson. Et sur cet espace-là, on s'est aperçu que finalement on a planté des essences totalement exogènes qui n'avaient rien à voir avec les plantations initiales. Donc on s'est rapidement aperçu que finalement on avait les 5 continents sur cet espace-là, et ça va de l'eucalyptus d'Australie, au palmier du Sénégal, aux magnolias d'Amérique du Nord, pardon, des agrumes qui sont tous originaires d'Asie, etc. Et concernant plus spécifiquement ce que nous on a pu faire depuis quelques années, je pense principalement aux terrasses, donc qui sont de véritables jardins suspendus. Là on a travaillé plutôt sur une trame de végétaux méditerranéens, donc qui résistent aux conditions, évidemment, la chaleur, le vent, etc. Égayés par quelques plantes qui ne sont pas locales, mais qui ont pour but de rendre les terrasses agréables en hiver. Et voilà, en général, les terrasses d'ailleurs sont plus fréquentées à l'automne, en hiver, au printemps, qu'en plein été où il fait trop chaud, où là tout le monde fuit un peu le soleil.
Est-ce qu'il y a un endroit dans la Villa Arson qui est un espace très très labyrinthique et que l'on ne connaît jamais vraiment totalement? Ça fait combien de temps que tu travailles à la Villa Arson? Ça va faire 26 ans bientôt. Est-ce qu'il y a des endroits encore où tu te dis là, j'ai rien fait, ou j'ai pas assez fait et que j'aimerais bien faire des choses? Ah, il y a plein d'endroits, oui, bien sûr. Bon, j'ai déjà fait beaucoup, hein. J'en parlais tout à l'heure, donc on a réaménagé un tas d'espaces progressivement, donc les uns après les autres, donc il y a peu d'endroits où on n'est pas intervenu. Il y a un endroit que j'aimerais voir transformé, c'est l'entrée sud du domaine notamment, donc là où sont regroupés les 4 saisons, donc, et qui font partie de la statuaire de la ville à Arson du 19e siècle notamment. Donc cet espace-là, où se trouvent aujourd'hui les ateliers des premières années, j'aimerais qu'on y porte davantage attention, d'une part parce que les chaînes qui s'y trouvaient, malheureusement, petit à petit, ont dépéri, donc on en a beaucoup moins que lors du chantier de la Villa Arson. Notamment, j'ai vu quelques images où les chênes étaient vraiment très présents, très grands et très nombreux dans cet espace-là. Aujourd'hui, il en reste, mais beaucoup moins. Donc j'aimerais bien qu'on retravaille cet espace-là, effectivement. On conserve à la bibliothèque les archives photographiques de la construction du bâtiment en béton. Tu as porté une grande attention d'ailleurs à ces archives avec Christophe Robert. Ça vous a servi pour plusieurs projets, dont d'ailleurs quand tu étais allé voir Michel Marot, tu t'en es servi pour lui poser quelques questions. Ça nous a surtout servi lors d'une exposition que l'on avait faite lors des Journées nationales d'architecture, quelques mois après le décès de Michel Marot. Oui, là on a voulu un petit peu les mettre en avant, donc elles étaient exposées d'ailleurs ici, dans la bibliothèque de la Villa Arson. En même temps qu'il y avait un petit parcours sur le site, donc avec des vues du chantier ou de la Villa Arson juste après la construction, et donc qui encadrait dans une sorte de lutrin métallique la Villa Arson telle qu'elle est aujourd'hui en fait. Et avec ces photos, entre autres, est-ce que tu t'es rendu compte en les analysant que voilà, il y avait certaines qualités et certains défauts de cet aménagement Marot entre l'architecture et le végétal? Il y a une photo assez fondamentale en fait qui concerne la construction du dernier bâtiment, donc tout en bas, ce qu'on appelle le bâtiment 5, qui est l'atelier des premières années essentiellement aujourd'hui. Donc l'idée était répandue qu'à l'origine on voyait la mer depuis cette dernière terrasse, donc il fallait maintenir les arbres à un certain gabarit. Et en fait, en voyant les photos du chantier, je me suis aperçu que cette terrasse totalement minérale aujourd'hui avait été conçue à l'époque comme une sorte de clairière ceinturée d'arbres, qui en faisait une espèce de salle de verdure. Le seul écho à cette verdure sur cette terrasse, c'est finalement le patio qui est en contrebas, qui est au cœur du bâtiment, notamment qui est éclairé par cette espèce de pyramide à degrés, donc qui avait pour but de permettre l'évolution d'un petit jardinet qui est à l'intérieur du bâtiment, qui était un espace vraiment très intéressant, qu'on avait le projet de rénover ces derniers temps. Bon, on va voir si on a l'occasion de le faire dans les années qui viennent. Oui. Éclaire-nous au passage sur la Villa Arson et ses inscriptions. Qu'en est-il aujourd'hui de son statut juridique ? La Villa Arson était protégée au titre des monuments historiques depuis 1943. L'arrêté de mars 1943 protégeait ce qui existait à l'époque, à savoir une villa du 18e, les extensions du 19e et le jardin, avec son décor. Quand Michel Marot a pris possession des lieux au milieu des années 60, le jardin a été très abîmé. Il y a eu un défaut d'entretien assez manifeste du fait que les activités de la clinique étaient axées sur d'autres priorités que l'entretien du jardin et de la statuaire et des colonnes, etc., pergolas et autres. Donc ce jardin très, très abîmé, il a été intégralement construit pour ce qui est des terrasses à l'italienne. Donc cet arrêté de 1943, on avait du mal à voir à quoi il correspondait, puisque évidemment le site avait profondément changé à la suite de la construction des bâtiments de Michel Marot.
Donc lorsqu'on a fait faire un plan de gestion jardin, donc il nous a été livré en 2017, une des conclusions majeures de ce plan en fait était qu'il fallait dépoussiérer un petit peu cette protection au titre des monuments historiques puisqu'elle ne correspondait plus à grand chose sur le terrain en fait. Cette inscription au titre des monuments historiques a été modifiée en 2024, notamment le 14 novembre, puisque la villa Arson, dans son aspect actuel, a été inscrite au titre du monument historique. Donc maintenant, on peut dire que l'architecture de Michel Marot est protégée. Si l'on parle maintenant du plan de la plantation à la villa Arson, quel a été le défi de Michel Marot? Quel a été là-dessus son axe de travail? Le jardin tel que l'a conçu Michel Marot est très artificiel puisqu'il est sur des surfaces artificialisées, notamment les toitures des ateliers de l'école. Donc il a fait recréer un jardin sur dalle. Donc évidemment on est dans un milieu totalement artificiel qui nécessite une attention toute particulière et il y a une reconquête du végétal sur ces espaces extrêmement artificiels. Ça nécessite une technicité assez pointue puisque faire pousser du végétal comme ça sur une vingtaine de centimètres de terre en plein soleil en zone méditerranéenne, c'est quand même assez contraignant pour le végétal et surtout pour le jardinier pour le maintenir en vie. Donc voilà, la nature trouve sa place mais elle est fortement aidée quand même par les jardiniers. Donc sans nous effectivement je pense qu'en été, en 3 semaines il n'y aurait plus de jardin. Donc c'est assez contraignant effectivement. Mais bon, à partir du moment où elle est accompagnée, voilà, elle y trouve sa place. Elle y trouve sa place aussi aux alentours, puisque donc à peu près tous les points de vue, depuis les bâtiments de la Villa Arson, on a une vue sur du végétal. Donc il y a une espèce d'imbrication assez intime entre végétal et minéral, donc un petit peu partout à la Villa Arson. Le problème que l'on a eu dans les années 80 à la Villa Arson, c'est justement un défaut de drainage et les jardinières s'étaient transformées un petit peu en piscine, donc les plantes avaient pourri tout au fur et à mesure. Donc ça nécessitait lors du chantier de rénovation en 2008-2009 d'être vraiment présent avec les maîtres d'œuvre du projet et de veiller à ce que chaque jardinière soit idéalement drainée pour qu'il n'y ait pas ces problèmes de rétention d'eau et de dépérissement des plantes. Parlons maintenant d'un sujet à la mode, le changement climatique. Quelle est au quotidien ton adaptation à ce genre de paramètres ? Alors on essaye de s'adapter évidemment. Les plantations donc sont effectuées en fonction du site dans lequel elles vont s'inscrire. Notamment, je parlais des jardins en toit terrasse, donc qui sont très soumis à un ensoleillement donc assez fort et donc à des problèmes de sécheresse. Et autres, et les patios qui sont à contrario des espaces très, très enfermés, très, très feutrés, où on cherche d'autres types de végétation, donc qui supportent cette ombre assez intense parfois. On essaye d'évoluer, notamment le projet initial de Michel Marot dans le jardin, c'était une grande pelouse, enfin plusieurs pelouses d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on a vraiment la part congrue de ce projet de pelouse, mais à l'époque il y avait des pelouses dans beaucoup d'endroits qu'on a remplacées au fur et à mesure par des jardins dits secs, donc avec des végétaux méditerranéens, des petits arbustes, etc., qui sont beaucoup plus résistants et qui d'ailleurs rendent la scène beaucoup plus méditerranéenne que ces grandes pelouses vertes évidemment qu'on peut trouver n'importe où. Donc petit à petit aussi, on a dû s'adapter aux différentes évolutions, notamment avec l'application de la loi Labbé en 2017, donc qui proscrit des jardins publics, les produits phytosanitaires chimiques, les engrais chimiques en tout cas, on ne souhaite plus en mettre nous pour notre part, et notamment tous les traitements, les désherbants qui pouvaient exister à l'époque. Donc maintenant on a un agazon qui est plus de l'ordre de la prairie, puisque on y trouve des pissenlits, des pâquerettes, etc. Donc on ne traite plus ce gazon comme ça pouvait être le cas il y a 20-25 ans.
Et puis on essaye surtout de trouver des espèces d'herbes plus résistantes et donc moins exigeantes en eau, puisqu'on a un petit peu réduit l'arrosage de ces gazons. Donc l'idée, c'est d'évoluer vers ce qui pourrait constituer une sorte de tapis vert, végétal, mais en étant moins gourmand en eau. Lorsque l'on rentre dans une période comme le Covid, est-ce que toi, tu notes des changements? Je dirais pas ça, je dirais pas qu'il y a eu un changement. En revanche, le regard sur le jardin pendant le Covid, oui, était différent. Était différent parce que nous étions les seuls yeux pour le voir. On était en plein printemps lors du premier confinement. Le jardin cette année-là a été en plus spécialement beau pour des raisons climatiques. Il avait bien plu les semaines qui précédaient le printemps, donc les plantes avaient bien poussé et au moment de la floraison, vraiment le jardin était superbe. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait incité à créer ce compte Instagram donc sur le jardin de la Villa Arson pour que les gens qui étaient chez eux et qui étaient frustrés de ne pas pouvoir venir à la Villa Arson puissent avoir une actualité du jardin de la Villa Arson au fil des floraisons, donc durant ces mois de avril, mai, juin, notamment 2020. Parle-nous un peu des restrictions d'eau que tu as, par exemple, quand il y a des périodes de sécheresse. Alors l'adaptation aux sécheresses en climat méditerranéen, mais évidemment c'est quelque chose que l'on connaît bien, auquel les végétaux normalement sont adaptés. Ce qui peut changer, et ce qui a été le cas notamment il y a 4-5 ans, c'était des restrictions d'eau dues à la sécheresse d'hiver et de printemps. Là, les plantes se sont trouvées confrontées à un réel problème, puisque les végétaux méditerranéens poussent en fait tout l'automne, l'hiver souvent et le printemps. Donc, il leur faut de l'eau pendant cette période-là, c'est essentiel. Après, ils se sont adaptés à la sécheresse estivale, donc s'ils n'ont pas d'eau pendant 2-3 mois, ils sont habitués, ils peuvent survivre. En revanche, les sécheresses comme on a eu, donc pendant 2 années de suite, sécheresse hivernale, elles ont été très problématiques puisqu'elles se sont accompagnées de restrictions d'eau en été aussi. Donc il n'y avait pas assez de réserves d'eau pour pouvoir alimenter toute la ville, à la fois les particuliers, les jardins et autres. Donc on a dû réduire au maximum l'eau, voire une période où on a dû arrêter tous les arrosages. Là c'était assez dramatique. Donc, en fait, il nous a fallu 2 ans pour redresser à peu près le gazon du Bosco suite à ces restrictions d'eau. Oui. À la bibliothèque, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants empruntent les livres de Gilles Clément. Que penses-tu de cette pratique de lecture, Patrice ? Alors Gilles Clément, c'est intéressant que tu en parles parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui est assez inspirant. Donc, notamment je m'en suis inspiré pour certains espaces. Donc quand on a voulu remplacer les gazons par du méditerranéen, l'idée initiale c'était que les plantes allaient pousser, fleurir, se multiplier, se développer, mourir aussi évidemment. Donc dans des espaces en fonction de leur faculté d'adaptation à cet espace-là. Donc on a choisi évidemment des végétaux méditerranéens pour ces zones-là. Et effectivement, puisque je pense notamment au grand parterre devant la Galerie Carrée du Centre d'Art, en fait, on a fait cette plantation en 2001 et depuis on a toujours les mêmes végétaux qui réapparaissent, donc qui se ressèment d'année en année. Donc ça fonctionne plutôt bien. Après, il faut cadrer aussi un petit peu quand même, puisque bon, c'est malgré tout un jardin, même si moi j'estime que le jardinier aujourd'hui a plus un rôle d'accompagnement de la nature, notamment dans un site très artificiel comme la Villa Arson. Néanmoins, on est quand même dans un jardin, donc on ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi. Donc, je privilégie toujours les végétaux méditerranéens qui se plaisent sur le site, mais c'est vrai qu'il y en a qui rendent la lecture de ces espaces un peu compliqués, donc là, on doit un petit peu intervenir. Souvent, on confronte un peu les deux. Le végétal vient un petit peu abîmer, voire détruire l'architecture. Et en tout cas, c'est comme ça que des ingénieurs
ingénieur en bâtiment voit la chose. Marot ne le percevait pas de cette façon-là, fort heureusement. Et donc en fait, ce que nous apprend cette architecture, c'est qu'on doit redoubler d'efforts pour que la cohabitation se passe au mieux. Je parlais tout à l'heure du jardin du Bosco, donc essentiellement dessiné par Michel Marot. Donc on a eu un petit problème de cohabitation effectivement entre les arbres, les racines des arbres et les cercles d'allées. Donc en fait, faire cohabiter les deux est extrêmement difficile. Donc on va devoir trouver à l'avenir un système pour à la fois garantir la préservation du patrimoine, qui est ce dessin de Michel Marot, mais également faire en sorte que, puisque c'est un jardin, que les arbres puissent y prospérer malgré tout. C'est bien que tu parles d'avenir. J'ai une question sur le temps qui passe et l'épreuve du temps. Est-ce que tu penses que le projet initial est réussi? Que la cohabitation entre le béton et le végétal, est-ce que cette vision qu'a eu Marot, est-ce qu'elle a réussi à s'imposer? Alors mon expérience à la Villa Arson justement m'incite à te répondre oui, puisque j'ai connu la période où la Villa Arson, tout au moins le projet de Michel Marot, ne fonctionnait pas bien, donc à savoir jusqu'à la rénovation des terrasses en 2008-2010, le végétal avait quasiment disparu de toutes ces terrasses qui avaient été conçues pour l'accueillir. Donc c'était dû à un échec du fait de mauvaises réalisations techniques et notamment d'un mauvais drainage en fait de ces jardinières. Donc au fur et à mesure des ans, les plantes ont disparu, elles ont toutes pourri. Les défauts d'étanchéité en plus nous interdisaient d'arroser, donc évidemment les végétaux soumis à une sécheresse assez extrême pendant 3-4 mois et avoir les pieds dans l'eau, les racines dans l'eau toute la période hivernale ont eu raison d'à peu près toutes les plantes qui avaient été plantées à l'origine dans les années 70. Donc oui, j'ai connu la phase échec et maintenant on connaît davantage la phase succès, donc où les végétaux ont tous assez bien prospéré, on a eu assez peu de pertes. Parlons encore un peu le temps. Est-ce que dans ton travail au quotidien, toi qui es vraiment dans le jardin H24, est-ce qu'il y a de plus en plus de paramètres qui changent? Alors les paramètres, oui bien sûr, il y a pas mal de choses qui ont changé. Moi je te dirais que la première chose qui a changé et qui est un petit peu de notre volonté, c'était l'abandon des traitements phytosanitaires chimiques et des désherbants de type glyphosate qu'on a arrêté dès 2004. Bien avant l'application de la loi Labbé en 2017, donc qui a proscrit des jardins publics les désherbants chimiques et traitements phytosanitaires chimiques et considérés comme dangereux. Donc oui, ça c'était un tournant notable qui a été assez contraignant puisqu'on a évidemment on a eu à faire face à des petites invasions de parasites dans les végétaux, sur les arbres, etc. Mais au fil des ans, ça s'est totalement régulé. Donc aujourd'hui, on intervient très peu sur les végétaux en fait. Et quand il y a des traitements qui sont effectués, ce sont des traitements bio. Mais bon, il reste très rare. On ne fait traiter aujourd'hui plus que les pins parasols contre les chenilles processionnaires, ce qui est un peu une obligation dans l'espace public malgré tout. Et puis les palmiers qu'on souhaite conserver au maximum, donc on les fait protéger par un épandage de nématodes qui sont des petits vers, donc c'est bio également, qui viennent détruire les parasites et notamment les charançons des palmiers. Et le second aspect notable, je dirais, c'est une volonté accrue d'adapter le végétal à son environnement, notamment son environnement climatique. Donc évidemment, les projets sont très différents d'un espace à un autre. Les terrasses sont plantées avec des végétaux méditerranéens, donc habitués à un ensoleillement assez fort, des conditions de sécheresse prolongées. A contrario, les patios, notamment les patios qui sont souvent à l'ombre, sont plantés avec des végétaux différents, avec un aspect un petit peu plus exotique et qui supportent davantage cette ombre parfois intense qu'il y a entre les bâtiments de la villa.
Et est-ce que tu es d'accord avec cette assertion? Le jardin n'est ni un parc ici, ni un jardin décoratif au sens classique. Alors, bon, je comprends pas très bien la question parce que par essence, un jardin a un caractère décoratif. Donc, en ce sens que de toute façon, il invite à la promenade, au repos, à la contemplation. Donc, forcément, il y a un aspect, on va dire, décoratif. Si le jardin n'était pas agréable à la vue, on n'aurait pas envie de s'y promener. Donc voilà, mais le jardin n'est pas que ça, évidemment. Et c'est un terrain de, j'allais dire un terrain de jeu, mais enfin bon, plutôt un terrain expérimental d'adaptation aussi, surtout comme je disais tout à l'heure, un espace extrêmement artificialisé. Donc c'est un espace qu'on a voulu rendre à la nature. Donc on dépasse le côté purement esthétique, effectivement. Il y a une certaine philosophie. Après, il y a certains espaces aussi qu'on a traités selon quelques idées donc prises chez Gilles Clément, donc sur l'évolution spontanée des végétaux adaptés à leur milieu. Donc notamment ce sont les espaces de l'accueil autour du jardin du Bosco, donc qui ont pris place, qui ont remplacé des espaces engazonnés initialement, donc qui ne fonctionnaient pas bien, voire pas du tout. Donc là, le végétal méditerranéen se plaît davantage. D'ailleurs, il se multiplie. Évidemment, les végétaux poussent, ils fleurissent, ils se multiplient, ils meurent, etc. Donc il y a un cycle qui s'instaure dans ces espaces et c'est ce qu'on recherchait. Prochaine question. Et j'imagine que c'est une question qui va être un peu compliquée pour toi. Est-ce qu'il y aurait une plante, un arbre qui te tient particulièrement à cœur sur le site de la Villa Arson? C'est assez difficile de répondre à cette question, parce qu'évidemment, je suis très attaché aux plantes qui étaient déjà là avant, notamment les emblématiques pins parasol. Donc, on fait tout pour les conserver le plus longtemps possible, dans le meilleur état possible et en sécurité pour le public et les usagers. Mais après, oui, il y a des plantes que j'ai introduites moi, et notamment, je pense au peuplier blanc qui est devant la cafétéria, par exemple, que j'ai planté tout petit, qui n'était pas plus grand que moi, et qui aujourd'hui fait presque 15 mètres de haut. C'est vrai que depuis que je suis là, j'ai l'impression que tout le monde te demande à peu près tous les jours quel est cet arbre. Voilà, qui est le moins exotique de tous, presque, parce qu'il y en a plein tout le long de la vallée du Var, du fleuve. Mais peuplier blanc, oui, qui a un feuillage très caractéristique, qui bouge beaucoup avec le vent, donc qui donne l'impression d'être totalement argenté, oui, quand il y a du vent. Une dernière question avant de se quitter. Si tu devais faire découvrir la villa à quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce que tu lui dirais de regarder en premier? Évidemment, étant jardinier, je focaliserai un petit peu sur les plantes et notamment les arbres, oui, bien sûr. À chaque fois que je fais des visites, je parle de strates végétales, donc je mets l'accent sur l'âge des oliviers, donc multicentenaires, plantés au XVIe siècle. Je parle des pins parasols qui ont plus de 200 ans. Oui, évidemment, mon focus se dirige vers les plantes. Mais je n'oublie pas l'architecture, puisque en général, on fait des déambulations inévitable donc sur ou dans l'architecture. Donc je parle évidemment de Michel Marot et de l'architecture et de ce projet qu'il a conçu dans les années 60. Oui, bien sûr. Alors je tiens à le souligner, je suis très content, très heureux d'avoir réussi à t'avoir au micro de Radio Arson, Patrice. Quelle bonne idée d'Élodie, Élodie Mariani, que l'on salue au passage, d'avoir voulu faire cet hommage à Michel Marot à travers le prisme du jardinier, mais surtout de toi, qui a une connaissance approfondie de l'histoire de ce bâtiment. Et puis, après tous ces compliments, je te laisse la tâche difficile du mot de la fin. Et pour t'aider pour ce mot de la fin, j'aimerais juste savoir, de manière simple, que reste-t-il? Et au final, que reste-t-il de marquant? Moi, ce qui me marque le plus, on va dire dans l'œuvre de Michel Marot, notamment à la Villa Arson, c'est cette imbrication entre le minéral et le végétal. C'est également le traitement de ces bâtiments dans une forme labyrinthique, tel un village méditerranéen. Un lieu où on aime se promener, tant sur les jardins, dans les jardins, en toit terrasse, qu'à l'intérieur de l'école, dans le dédale des circulations.
Et puis c'est également le témoignage de toute une époque, puisque on associe assez facilement Michel Marot à André Malraux, donc qui était à l'initiative de ce projet de Villa Arson ici à Nice. D'ailleurs, nous fêtons le cinquantenaire de la mort de Malraux cette année également, qui correspond au centenaire de la naissance de Marot. Et un petit clin d'œil de l'histoire à ce sujet. Merci énormément Patrice de nous avoir permis d'approfondir ce sujet. Bien, merci à toi Tristan. On en profite pour faire un petit coucou à ton collègue Pascal. Oui, évidemment. Radio Arson.